Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 3 nouveaux titres que je n'ai pas lu coup sur coup. Donc ils se présentent comme ceci. En fait en premier j'ai lu celui-ci, ensuite 2 titres de la rentrée littéraire que je réserve pour une vidéo exprès évidemment. Et ensuite ces deux-là, du coup j'attendais de terminer celui-ci pour vous faire la vidéo. Alors ceux-ci sont récents, je les ai achetés lors de mon séjour à Paris début mai. Et celui-ci, je l'ai depuis plus d'un an. Lorsqu'il est sorti chez Gallimard, le repré me l'avait sympathiquement envoyé. Je l'ai enfin lu. En anglais, il est sous le nom Annie Bot. Alors, lui, extrêmement spécial. Donc, je vais commencer par celui-ci justement. Mademoiselle Robot de Sierra Greer. Alors, c'est un livre extrêmement étrange. Je me souviens, lorsqu'on avait reçu le bon, je me suis dit, ok. Alors c'est un livre que j'ai sorti de ma pile à lire parce que je voulais le lire depuis vraiment longtemps et j'essayais en fait de mixer des titres que j'ai achetés récemment et des titres que j'ai depuis plus longtemps dans ma bibliothèque. Alors celui-ci est extrêmement spécial. Je ne sais pas si je l'ai vraiment aimé ou pas. Arrivé au tiers, au milieu du roman, je me suis dit est-ce que j'apprécie ce que je suis en train de lire? Je ne sais même pas parce que c'est tellement un ovni que vraiment je ne sais pas. Alors, ce roman parle d'une poupée, oui, comme le titre l'indique, une poupée Stella, c'est le nom des poupées, qui est le modèle Annie. Les Annie, donc comme le prénom A2NIE, sont conçues pour satisfaire, assouvir les besoins de leur propriétaire. Donc notre héroïne est une robot, plutôt Annie, censé assouvir les besoins de son propriétaire riche qui s'appelle Doug et qui l'a payé plus de 200 000 $. Donc elle fait office de petite copine, elle le satisfait sexuellement, voilà. Elle fait également le ménage, bien qu'elle ne soit pas conçue pour ce faire, et il y a des poupées robots exprès pour ce faire. Je dis poupée, mais c'est plutôt un robot. C'est pas les poupées, vous savez, en plastique, comme au Japon où ils font des trucs que bizarres avec. Dans ce roman-là, la subtilité, ce qui est vraiment dérangeant, je trouve, c'est qu'elle est robot, mais elle a vraiment une apparence humaine, extrêmement bien conçue, qu'on croirait même à certains moments qu'on lit les pensées d'une héroïne humaine. Donc c'est assez dérangeant. Et cette Annie, du coup, qui se fait appeler Annie, vit avec Doug depuis 2 ans. Elle est vraiment donc conçue pour assouvir ses besoins à lui. Donc il peut lui demander d'augmenter sa libido du seuil 3 au seuil 10 et elle est prête à ce que vous voulez. Bref, c'est extrêmement spécial. Forcément, comme c'est un robot, elle se recharge. Donc au talon, elle se branche. Elle est complètement indépendante chez elle. Elle sait en fait ce qu'il faut qu'elle fasse. Par contre, elle ne sort jamais. Donc ça, c'est quand même un peu étrange. Il y a vraiment cette domination entre le propriétaire et le robot dans ce récit. C'est extrêmement flagrant parce que Doug, il a la liberté, il sort, il travaille, mais il a également l'indépendance financière. Il a ses humeurs et Annie, elle est complètement dépendante de lui parce qu'elle n'a pas de carte d'identité, elle ne sort jamais parce que c'est pas une humaine quoi. Et en fait, un jour, il va la mettre, alors attendez, je retrouve le terme exactement, il va enclencher son mode intelligence émotionnelle, ce qui fait qu'elle va réellement se rapprocher d'une humaine avec ses pensées, ses émotions. Et du coup, il va pas forcément apprécier parce qu'elle va faire quelque chose qu'il ne va pas apprécier, elle ne va pas être assez bonne au ménage selon lui. Du coup, il va acheter un autre robot qui s'appelle Delta et elle qui est plutôt chargée des tâches ménagères, mais également il va faire des trucs avec elle et le but c'est de rendre jalouse Annie. Enfin bref, c'est un gamin, Doug, c'est un personnage assez antipathique je trouve. Annie, elle m'a fait beaucoup de peine ainsi que Delta parce qu'elle fait tout en fait pour contenter son patron qui ne l'est jamais réellement. Ensuite va se produire une scène quand même assez plot twist dans le roman. Elle part, il va se passer un truc. Ensuite elle revient,
Doug est énervé, bref, c'est un roman vraiment... Alors, ça parle d'un robot et de son propriétaire humain, mais je pense qu'il y a un clair message subliminal, tout simplement des rapports homme-femme, du dominant-dominé, de la misogynie de certains hommes, du manque de liberté de certaines femmes, de cette domination constante, et c'est vraiment violent. C'est un livre vraiment violent, dérangeant, malaisant. Franchement, c'est pas un livre que vous allez complètement apprécier, genre oh c'est doux, oh c'est beau. Non, mais pour autant il y a une réelle critique et cet univers imaginé autour de ces robots est extrêmement bien trouvé. Enfin, Sierra Greer, elle a vraiment poussé le vice jusqu'au bout, à nous décrire les espèces de check-up que Annie doit subir, quand elle se recharge, enfin, c'est quand même assez violent, et lors de sa fuite, il faut qu'elle se recharge régulièrement, sinon elle tombe en panne. Il y a un moment, Doug il va lui faire un truc, elle va se retrouver en veille, et là elle est complètement déconnectée, c'est comme si elle faisait un malaise ou elle était dans le coma, enfin bref, il y a vraiment des choses inventées qui peuvent en fait se retrouver dans la vraie vie sous d'autres formes, et c'est assez parlant et ça montre un monde quand même extrêmement violent. Et il y a écrit au dos un premier roman saisissant, premier roman, ok, qui se lit comme un huis clos amoureux unique en son genre entre humain et IA. Mais au-delà des frontières ténues qui séparent peau et silicone, Mademoiselle Robot est avant tout l'histoire haletante d'une émancipation féminine, universelle et juste. C'est clairement ça. Donc en vrai, je pense quand même que je l'ai bien aimé, que je lui mettrai un 7 sur 10. Mais au début, c'est très étrange comme atmosphère. Voilà, je préfère vous prévenir. On va rester dans l'étrange, et en fait l'étrange, mais c'est super, ça va être le fil conducteur de cette vidéo parce que les trois sont très étranges. Avec le réfectoire un soir et une piscine sous la pluie de Yoko Ogawa, que j'ai acheté à la très jolie librairie Junku à Paris. Donc c'est un tout petit livre composé de 2 nouvelles. Alors Yoko Ogawa, ce n'est pas mon autrice japonaise préférée, j'ai lu de ses romans il y a au moins 10 ans, là que j'ai dans ma bibli, je dois en avoir que 2 ou 3. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas... Alors si, je pense savoir pourquoi ce n'est pas ma préférée, pourquoi j'ai du mal un petit peu à rentrer vraiment dans ces histoires. Alors, d'une, au niveau du style, ce que j'ai trouvé sur internet et ce qui est juste, c'est que c'est un petit peu les mêmes genres utilisés par Haruki Murakami, soit à la forme poétique et à l'onirisme, donc qui s'apparente au rêve, sauf que c'est pas du tout traité comme Murakami, je trouve, parce que Murakami j'adore et ça beaucoup moins, mais elle, je trouve qu'elle nous perd et que des fois on sait plus de quoi on parle, et en fait ça me perd complètement, alors que Murakami ça ne me fait pas ça du tout. Alors j'ai bien aimé la première nouvelle qui est l'histoire d'une jeune femme qui repeint sa salle de bain un jour où il pleut à verse, et va se présenter sur son palier un père et son fils. Donc elle va discuter avec eux et l'homme va lui dire que il trouve que la piscine ressemble à un réfectoire de cantine. Enfin bref, ça part un peu dans des idées un petit peu perchées, hein. On se rappelle que elle aime bien l'onirisme. Et la seconde nouvelle, j'ai pas trop compris, ça balançait entre passé et présent d'une jeune femme qui n'a connu que 2 personnes décédées autour d'elle. Un ancien prof je crois et un ancien camarade de classe, et un jour à l'enterrement de ce camarade elle va retomber sur un autre camarade qui s'appelle Kay, et elle va discuter avec lui. Kay est en couple avec la bibliothécaire, donc il y a un gros écart d'âge, ça va la replonger dans le passé, c'est très étrange, j'ai pas du tout réussi à rentrer dans cette nouvelle là, je suis complètement passée à côté. Je pense que c'est parce que quand je le lisais j'étais en terrasse d'un café, il y avait un peu de bruit, donc je pense que ça ne m'a pas aidé à me concentrer, mais pour autant le soir même chez moi j'ai pas réussi, donc je pense que je la relirai un jour, hein. C'est un truc qui fait elle fait quand même bien un bon 60 pages, parce qu'en fait la première est extrêmement courte et la seconde est beaucoup plus longue. Mais voilà, j'ai un peu eu du mal à comprendre, est-ce qu'on est dans le passé, dans le présent, enfin... Donc c'est un peu étrange, et il y a écrit avec finesse et subtilité, ouais si vous voulez, Yoko Ogawa effleure l'inconscient de personnages vivant les instants précieux comme hors du temps qui bouleversent leur existence.
Je sais pas, je suis passée à côté, très clairement. Et le dernier, duquel je suis également passée à côté, surtout la fin, c'est Ici comme ailleurs de Lee Seung-gu, que j'ai également acheté à Paris, mais cette fois-ci à la librairie Phoenix, spécialisée dans la littérature asiatique. Alors forcément, arrivée sur place, je me colle devant les rayons Corée, Japon, et là j'ai fouillé et j'ai acheté uniquement des titres que je ne trouvais que très rarement en librairie proche de chez moi ou que je n'avais jamais vus. Parce que le but c'était de trouver des titres un peu uniques si on peut dire. Alors, celui-ci, première fois que je le voyais, je l'ai également acheté parce que je connais cette rivière de Séoul, c'est la rivière Cheonggyecheon. C'est une petite rivière sur 4-5 km qui traverse un petit peu la partie nord de Séoul. C'est très sympa et le résumé m'a pas mal attiré. Alors on suit un homme qui s'appelle Yu, qui doit se rendre pour son travail dans la ville fictive de Sori, située dans le sud-ouest. Bref. Il est missionné par son patron. En fait, en Corée, ils ont une... comment dire, la culture du travail et de l'entreprise est extrêmement spéciale. Quand vous avez un membre un petit peu feignant ou qui vous embête, qui vous met des bâtons dans les roues, plutôt que de le virer parce que ça coûte très cher, je crois, et parce que ça ne se fait pas vraiment, on préfère l'humilier, on préfère le harceler pour qu'il quitte l'entreprise de lui-même. On préfère l'isoler, exercer ce harcèlement constant, absolument abject. Et là c'est un petit peu ce qu'il subit quoi. Il est mis sur le banc de la route, donc ça parle clairement de la culture de l'entreprise en Corée où salut, on t'évince, tu passes de Séoul, grande ville, à Sori, ville complètement inconnue. Sa femme refuse même de le rejoindre et elle veut aller dans une autre ville fictive qui s'appelle Sancheon, je crois, rejoindre son ex malade et accro au jeu. Et là je suis en mode mais pourquoi faire quoi? Bref. Donc il se rend à Sori avec sa voiture, 3h30 de voiture, et là-bas il est censé rencontrer un fameux monsieur Park. Sauf que Park, il ne va jamais le trouver dans ce roman. Il est quand même censé bouger en fait de la maison mère à une filiale dans une autre ville, où le patron de son entreprise actuelle sait très bien qu'il fera pas grand chose, mais comme ça il reste dans la boîte et il se débarrasse de cet élément perturbateur. Sauf qu'il ne va jamais trouver Park. C'est un petit peu une pérégrination comme ça dans la ville de Sori qu'il ne connaît pas, la rencontre avec les habitants qui l'interrogent sur est-ce que vous savez qui est monsieur Park, est-ce que vous savez où je peux le trouver. Personne ne connaît ce mec, personne ne connaît cette entreprise. C'est comme s'il avait été catapulté dans un monde un petit peu fictif. C'est une impression extrêmement étrange, mais du coup j'ai beaucoup aimé le début du roman parce qu'on a vraiment cette ambiance kafkaïenne assez dérangeante d'un homme qui arrive quelque part et qui est bloqué comme ça, dont le but ne peut pas être atteint parce qu'il ne trouve pas ses interlocuteurs et la finalité quoi. Donc c'est très très bizarre, il se balade un peu comme ça, il rencontre une femme qui va lui piquer son portefeuille, sa voiture tombe en panne, il va se passer plein de choses. Mais par contre vers la fin du récit, je suis tellement passée à côté que je vais vous dire un truc, j'ai sauté 2 chapitres. Je n'ai jamais sauté 2 chapitres. Ça fait des années que je n'ai pas fait ça, mais j'en avais tellement marre, j'avais tellement envie que ça se termine, qu'on en sache, enfin est-ce qu'il a trouvé ce monsieur Park, oui ou non, mais c'est bon quoi, il se retrouve dans la forêt, dans la montagne à bâtir des maisons, j'ai rien compris. Bref, je trouve que c'est vraiment parti n'importe comment, à partir on va dire des 3/4 ou de la grosse moitié. J'ai trouvé ça complètement what the fuck, et il y a écrit au dos, sous le double patronage de Kafka et de Camus, Lee Seung-gu nous offre le roman d'une initiation à l'envers, comme enlisement et noyade, où il s'agit de désapprendre tout de soi et des autres. C'est hyper bizarre et j'ai un peu peur parce que j'en ai un autre de lui, que j'ai aux éditions Zulma, La vie rêvée des plantes. Et si c'est aussi what the fuck que ce truc, je le revends direct quoi. Donc voilà, celui-ci c'est dommage parce qu'il y avait une atmosphère extrêmement spéciale. Que je rapproche des films du cinéma coréen et notamment du film
aucun autre choix, sorti récemment aussi au cinéma avec Lee Byung-hun, de Park Chan-wook, où les personnages se retrouvent dans des situations qui les dépassent, ils ont des réactions complètement imprévisibles et qu'ils n'auraient pas en temps normal, avec une ambiance extrêmement un peu sombre et hyper bizarre. Voilà, j'ai vraiment rapproché ça de ce film là et c'est très cinématographique et en tout cas moi je visualisais vraiment les lieux, j'avais vraiment l'impression d'être dans ce film là, c'était une impression extrêmement chelou. Voilà, écoutez, c'en est tout pour 3 lectures lues récemment, donc un livre traduit de l'anglais États-Unis, donc un livre américain, un livre japonais et un livre coréen. Bah très clairement je pense que des 3 c'est encore lui que j'ai préféré. Mais c'était pas la vidéo des tops quoi, voilà, ça n'aura pas été des coups de cœur pour aucun des 3. Je pense que c'est dû parce qu'ils sont tous les 3 ovnis. Vraiment ovnis, hyper bizarres. De par le sujet et de par les thématiques abordées, de par la façon dont le récit est organisé, je pense que celui-ci clairement. Et ça parce qu'il y a trop d'infos, il y a trop de trucs... Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Merci de l'avoir regardée. Comme d'habitude, les articles seront dans la barre d'infos. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!